Bon, après montage, je m'aperçois que écrire mes idées par écrit et puis les répéter, ça fait un peu mordre, un peu plat. Mais bon, au moins je structure mes pensées. Je vais quand même essayer de me relancer à le dire à l'oral. Bref, on va voir ce que ça donne. Alors donc du coup, pour faire la suite de ce que je disais, on va conclure quand même sur les Walt Disney. C'est que quand même, je tiens à remarquer à tous ces gauchistes qui nous viennent nous cracher la gueule comme quoi c'est le patriarcat toxique et je ne sais trop quoi encore comme connerie. Remarquez quand même que dans les Walt Disney, c'est plutôt pour les petites filles, hein, parce qu'à chaque fois, c'est des rôles féminins fantastiques. Les hommes sont toujours cantonnés à des rôles secondaires, minables, tristes, et puis inintéressants. On peut faire la suite, hein. Regardez, la petite sirène, c'est quoi? C'est une petite fille pleine de vie qui veut justement s'affranchir de son méchant papa. Donc là, vraiment, là, on casse complètement la notion du patriarcat. Qui veut vivre sa propre vie. Et nous, les hommes, qu'est-ce qu'on a pour s'identifier? Bah rien. Un poisson, un crabe, voilà. Moi, quand j'étais petit, que je regardais la petite sirène, que je voulais m'identifier à un personnage, bah, j'avais que le petit poisson, parce que non, j'avais pas m'identifier au prince charmant, qu'on voyait encore une fois qu'à la fin. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite sirène. Quoi d'autre encore? Cendrillon, j'ai pas vu, donc je peux pas opiner. Bernard et Bianca, bah, c'est quoi? L'héros principal, c'est qui? C'est Bianca, hein. C'est la petite souris, une petite fille super fière, super forte, qui domine tous les hommes, qui leur tient tête. Et son compagnon, c'est encore un faire-valoir, c'est Bernard, qui chétif, peureux, et tout ce qui va avec, et maladroit, bien sûr. Après ça, rôle typiquement masculin, il y a qui? Il reste qui? Au final, c'est vrai, il reste qui? Il reste Pinocchio. Est-ce que moi, personnellement, j'ai envie de m'identifier à un petit gosse menteur et fourbe? Non. Dans les Walt Disney, c'est toujours ça. Les garçons sont toujours représentés de manière négative. Regardez La Belle et la Bête. C'est un rôle où, pour une fois, on développe un peu plus la notion de prince charmant. Vraiment. Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai envie de m'identifier à une bête? Non. Personne n'a envie de s'identifier à la bête. Il reste qui comme rôle masculin dans la Belle et la Bête? Gaston? Franchement, c'est qu'un gros con, ce Gaston. Bon, bah voilà. Vous voyez? Et au final, encore une fois, il y avait la princesse qui était mise de manière poétique et belle, fière, intelligente, tout. Et moi, qu'est-ce qui me reste pour m'identifier là-dedans? Un chandelier, une tasse. Moi, quand j'étais petit, que je voulais m'identifier à un personnage, je m'étais identifié à une petite tasse ébréchée. Franchement, vous avez quand même du culot quand même, les féministes, de nous sortir que les Walt Disney, quand même, c'est l'éloge de l'homme et puis la femme rabaissée. Vous avez vraiment énormément de culot quand même, hein. Voilà, alors pour la suite, bah, je sais pas, on va faire toute la longue liste. On va citer quoi encore? Oui, effectivement, Mowgli était sympathique. Bah, les 101 dalmatiens, bah, c'est kiff-kiff, hein, les rôles filles-garçons. La Belle et le Clochard, encore une fois, le garçon il a un sale rôle, le clochard, hein, on le dit directement dans le titre, hein, voilà. Et non, vous avez quand même le culot de dire que la femme est mal représentée. Bref, voilà pour les Walt Disney. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Je vais conclure quand même donc, sur le fait que Walt Disney représente systématiquement les hommes avec des rôles plutôt fourbes, plutôt malins, jamais des beaux rôles, et la femme est tout le temps représentée de manière belle et poétique. Voilà. Encore une fois, je précise, courbe de Gauss, hein. Il y a forcément quelques cas où l'homme est présenté de manière chouette et la femme de manière négative, hein. Mais bon. Voilà ma conclusion, je pense définitive sur les Walt Disney. Et maintenant, passons à la suite. Alors, la suite. Donc, dans ma première vidéo où je vous parlais du féminisme et du cinéma, je vous avais promis que je vous démontrerai que la femme, à l'inverse de ce que disaient les féministes, hein, que la femme a toujours un rôle parfait, brillant, de femme fière et forte et indépendante des hommes. Hein. Et là, c'est parti. Alors, on commence par quoi? On va commencer, on va remonter très loin. Hein. On remonte quand même en 1977. Ça fait quand même maintenant 50 ans. Donc c'est le film en question, c'est Star Wars. Dans Star Wars, je vous rappelle un peu le scénario quand même. C'est de mémoire, c'est la princesse Leia, c'est ça, donc du coup c'est un film avec la princesse Leia, Han Solo, Luke Skywalker. Dans ce film-ci, pour les gens qui l'ont vu quand même, parce que je me demande quand même si vous voyez quand même du cinéma, les féministes, dans ce film-ci, Luke Skywalker est présenté comme une potiche, comme un petit con, qui sait rien faire. Yann Solo, encore une fois, mauvais rôle, bad boy, tout ça, pas très intéressant. Et Leia, comme une princesse? Eh ben non, justement. Tout le sel du film, c'est ça. Tout le sel, c'est que Leia Organa, elle est présentée comme une femme fière et forte, indépendante, bien loin du cliché des princesses. C'est tout l'intérêt du film. C'est tout ce qui fait le sel du film, justement. C'est tout ce qui fait que c'est un bon film et que tous les autres, c'est que de la merde. Donc dans ce film-ci, on voit Leia qui à un moment donné, Han Solo il sait pas tirer au flingue, paf, elle lui prend le flingue et dit laissez-moi tirer, vous croyez qu'une princesse ne sait pas tirer, ou quelque chose comme ça qu'elle sort, une super belle phrase. Ensuite on la voit, je crois que c'est dans le suivant, dans le retour du Jedi ou quelque chose comme ça, on la voit à un moment donné en train de souder en fait avec Chewbacca, parce que du coup il faut bien réparer le vaisseau, elle prend un fer à souder et elle soude, hein.
une femme, une working girl. Qu'est-ce que vous voulez de plus dans le cinéma comme image de la femme? Je vous le demande. Vous voulez plus? Eh ben vous aurez plus. Je crois que c'est dans le, oui, c'est dans le 2, toujours dans le 2. On voit la princesse Leia qui dirige les hommes, qui leur disent bah tu fais ça, ça, ça et ça, et les hommes qui écoutent posément et qui obéissent. Voilà. C'est ça la représentation de la femme dans les années 70. C'est loin des conneries que vous dites, objets sexuels, je ne sais trop quoi, quelles conneries qu'on avait vues tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est Star Wars. 1977. On va passer juste une année au-dessus, 1978, donc encore un blockbuster international. Je parle bien évidemment de Superman, du premier, du seul et du unique, qui est vraiment excellent ce film, je vous le recommande. Ça, c'est du vrai film de super-héros. Les acteurs sont impeccables, la présence de tous les acteurs, elle est magnifique. C'est impressionnant. D'ailleurs, il a fait, je crois qu'il était, c'est un des films les plus connus, les plus vendus pendant 20 ou 30 ans après sa sortie. Juste l'acteur principal, mais après ça on reviendra sur le féminisme. L'acteur principal, c'est impressionnant, c'est la première fois que je vois un Superman qui, quand il joue Clark Kent, il ne ressemble pas à Superman, alors qu'ils ont la même tête. Ils ont juste, ça vous l'aurez pas remarqué, mais moi, trop intelligent que je suis, je l'ai remarqué. La seule différence, c'est que l'arrêt n'est pas du même côté. C'est tout ce qui change, et les lunettes. Mais en dehors de ça, franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bref, donc pour revenir au féminisme, donc dans ce film-ci, on voit Clark Kent et Lois Lane. Lois Lane, encore une fois, est-ce qu'elle est représentée comme une potiche, un objet de fantasme? Eh ben non, vous regardez l'actrice, franchement, elle est pas si jolie que ça. Et au contraire, c'est une femme fière et forte, encore une fois, qui tient tête à son chef de rédaction, qui sait mieux faire que tout le monde, à tel point que le petit con de Clark Kent qui arrive pas à ouvrir un pot de cornichon, ben elle le prend et elle l'ouvre. Voilà. D'accord? Le bon vieux cliché de l'homme qui va ouvrir les pots de cornichons et déboucher les bouteilles de bière, bah là, c'est Lois Lane qui le fait, c'est pas Clark Kent. Ça vous va comme exemple ou pas? D'ailleurs, je me trompe un petit peu, dans le premier, c'est une bouteille de bière qu'elle ouvre, alors que Clark Kent, il arrivait pas, parce que tu sais, c'est un homme, il sait pas s'y prendre, alors que les femmes savent le faire. Voilà. Le pot de cornichon, je crois que ça vient après. Bref, donc voilà, déjà, l'archétype de Lois Lane, la femme parfaite. Et tout du long du film, c'est ça, hein, c'est la femme forte et Superman. Effectivement, quand Superman est Superman, il est puissant. Mais bon, la femme n'est pas représentée de manière négative dans ce film-ci. Donc on va accélérer. 1979, encore une fois, une année plus tard. Encore une fois, un blockbuster. Hein, je vous cherche pas des petits films cachés pour vous prouver que la femme, quand même, elle est quelquefois des beaux rôles. Hein, je vous montre que du top, du top, du top. Hein. Là, c'est Alien. Hein, je vous le donne dans le mille. Qui est l'acteur principal qui tue des monstres bon dans le 1 c'est pas avec des armes mais bon quand même qui se bat contre des aliens et que tout le monde crève, que tout le monde est des personnages secondaires un peu stupides et qu'il y en a un qui survit, c'est qui? Eh ben c'est Ripley. C'est une femme encore une fois. Et c'est elle qui tient tête encore une fois au patron etc. Bref, ça avait un rôle important. Donc voilà, encore une belle représentation de la femme. Et pour l'instant, la représentation de l'homme, je les cherche, hein, parce qu'effectivement, sur Superman, c'est plutôt sympathique, mais c'est quand même cliché, un homme fort. Mais bon, on revient sur Star Wars, comme je vous ai dit, c'est pas des rôles très glorifiants. Alien, oui, ils avaient que des rôles secondaires, voire de méchants. Hein. Donc on continue, on va faire un petit bond dans le temps pour accélérer. Donc cette fois-ci, on attaque directement Terminator, 1984. Sarah Connor, elle fait potiche, elle fait dépendante de l'homme. Vraiment? Vous trouvez vraiment que quand elle apparaît avec un flingue, elle fait vraiment potiche? Je m'en arrête là ou je continue? Non, c'est bon? Ah si, on va quand même insister sur le fait que le rôle principal masculin, c'est John Connor. Et il est un peu pathétique, hein. Et Terminator, bah, c'est une brute épaisse. Voilà. Encore une fois, dans ce film-ci, la femme est montrée de manière positive, les hommes de manière plutôt négative. Mais bon, moi en tant qu'homme, je m'en contrefiche, hein, parce que je sais que c'est la fiction, moi ça me divertit, ça m'amuse. Hein. Mais bon, vous, ça semble vous poser problème. Donc, on continue. Une année plus tard, encore, moi, mon film est parfait, que j'adore au-dessus de tous les films, c'est bien évidemment Retour à le futur. Et dans Retour à le futur, qu'est-ce qu'on voit encore une fois? On voit une jolie jeune fille des années, donc du coup ça se passe dans le passé, dans les années 60. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit donc la fameuse mère de Marty McFly, qui, tenez-vous bien, elle emmerde tout le monde, elle emmerde le système, elle fume, elle boit, et puis elle assume le fait de sortir avec plein de garçons, et elle s'en contrefiche. Voilà. C'est donc ça, les fameux rôles féminins rabaissants. Bon, voilà, ça c'est une femme fière et libérée. Hein. Qu'est-ce que vous faites de plus? Je ne sais pas.
On va continuer. Donc, série V, alors un petit retour en arrière, je me suis trompé. 1984, série V, alors série. La série V. La série V, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série d'anticipation où des extraterrestres viennent sur la Terre en signe de paix. Ils veulent leur apporter toute la technologie nécessaire et possible, donc savoir le remettre contre le cancer, etc. Et les humains, en échange, eux, ils prennent, je crois que c'est, je sais plus, une matière première, de l'eau, quelque chose qui leur manque sur leur Terre. Bref, échange de bons procédés. Sauf que forcément, vous vous en doutez bien, c'est un piège. Les extraterrestres, en fait, c'est des reptiles cachés sous une peau humaine et que dont leur seul but, en fait, c'est de manger des humains. Voilà. Donc, dans cette histoire-ci, il y a des gens qui s'en aperçoivent, il y a la rébellion qui se met en place, etc. Et je vous laisse découvrir la série, qui est, franchement, encore une fois, fantastique, même si elle fait un peu vieillotte. Donc, dans cette série-ci, si, quand même, excusez-moi, je vais quand même revenir sur un point important. Ça, pareil, tous les grands cinéastes que je vois sur Internet, personne ne l'a remarqué, mais moi, je suis pas non plus un génie, mais je l'ai remarqué. C'est que tout le début, tous les 2 premiers épisodes de cette série-ci, qui durent quand même 2 heures, les 2 premiers épisodes, et ben en fait, Independence Day font hommage à cette série-ci. Tout le début de Independence Day qui m'avait énormément marqué, à savoir voir les vaisseaux arriver, on sait pas ce que c'est, il y a une ombre qui se met sur les immeubles, les enfants qui jouent au basket et qui s'arrêtent de jouer, la scène où en fait le mec il dit à sa copine et si c'est la fin du monde, ça ne dit pas qu'on couche pour savoir ce que ça fait avant de mourir. Bah tout ça, c'est pompé de la série V, hein. Vous regardez le début, c'est exactement la même chose. Encore une fois, dans ce cas de figure, c'est un hommage. Mais c'est pas du plagiat. Du plagiat, on y reviendra. Harry Potter, c'est un plagiat de A à Z. Oui, je vous mets les pieds dans le plat. Je tergiverse encore une fois, excusez-moi. On revient sur le sujet de base. Donc, dans la série V, les deux chefs de guilde, là, je parle comme dans les jeux vidéo, le chef des extraterrestres, c'est une femme fantastique, magnifique, tombée à la renverse, qui est parfaite, et qui, encore une fois, qui a le rôle de leader. Et chez les gentils, chez la rébellion, eh ben, le rôle principal de leader, c'est une femme, qui est la chef de la rébellion. Et en plus, une femme médecin, hein. C'est pas Miss Univers qui a décidé de faire la rébellion. C'est une femme médecin, qui est très intelligente, et qui, par la force des choses, c'est là où c'est vachement bien fait cette série-ci, par la force des choses, se retrouve chef de la rébellion. Vous voyez? Encore une fois. Et bon, je ne veux pas tout vous dévoiler, mais il y a une scène fantastique à la fin où justement les deux femmes s'affrontent. La femme de la rébellion qui fait ce qu'il peut pour sauver le monde, et puis la femme extraterrestre qui est bardée de technologie, puis qui s'affronte dans un combat impressionnant. Bref, voilà, encore des rôles féminins fantastiques. Ensuite, bon, juste pour tourner autour des séries quand même, je vous rappelle quand même que tous les mangas de l'époque, les garçons avaient toujours un peu des rôles aussi de potiches, et puis les femmes des rôles forts, hein. Citons par exemple Neon Genesis Evangelion, un dessin animé fantastique avec des robots. Qui contrôle les robots? C'est des petits enfants. Et qui a des rôles fantastiques? C'est les petites filles. Le petit garçon, c'est un petit gars chétif. Bon, ok, c'est le rôle principal, mais quand même, la fille a quand même un rôle bien plus, on va dire, masculin. Euh, voilà. Toc, toc, toc. Ensuite, oui, donc on continue. Alors, je vous ai déniché encore, bah forcément, Top Gun, 1986. Je me rappelle pas de tout. Peut-être que je fais une erreur, mais de mémoire, la femme, c'était quand même elle qui avait le rôle d'institutrice, qui formait les jeunes recrues. Donc en gros, on avait les hommes qui étaient représentés par des gens, des garçons bas du front, remplis de testostérone, qui faisaient des blagues grasses, et en face, il y avait encore une femme intelligente, fière et forte, et puis qui les formait. Hein, voilà. Donc vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Je comprends. J'en suis au point que je me demande, mais quels sont les films de référence qui vous servent à prouver qu'effectivement la femme est systématiquement montrée comme une potiche? Franchement, c'est lesquels? James Bond, peut-être? Oui, effectivement, oui. Bon, ça va. Et puis encore, de mémoire, elle n'est pas non plus montrée de manière trop négative, la femme, quand même. Hein. Donc, on va juste finir avec un dernier. Pareil, je crois que c'est mon deuxième film préféré. C'est l'indétrônable Jurassic Park 1993. Donc, on est encore 30 ans en arrière, quand même. Mais Jurassic Park, c'est un film fantastique. Bon, vous le connaissez tous par cœur, j'imagine. Et dans ce film-ci, bah, qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les rôles principaux? Donc, il y a l'archéologue homme, l'archéologue femme. L'archéologue homme
un peu bébête sur les bords quand même, qui sait pas se servir de la technologie, alors que les femmes, bien sûr, elles savent, ça se servir d'un ordinateur, tout ça, tout ça, tout ça. Les petits garçons, bah, c'est pareil. Le petit garçon, c'est un petit con. Hein, on avait vu foutre des baffes, hein. Mais bon, c'était son rôle. Pardon. Et la petite fille, pareil, très intelligente, très douée, très forte, qui sait se servir des ordinateurs alors que les hommes ne savent pas se servir d'un ordinateur. Ça vous va, ça d'ailleurs, j'y pense quand même, hein, c'est quand même un peu fort. Hein. On montre les petites filles qui savent se servir d'ordinateur alors que les hommes, ils savent pas du tout. C'est quand même assez fort comme symbole, non? Bon, voilà. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Je n'ai pas vraiment d'autres films qui me reviennent à l'esprit. Mais je vous ai quand même sorti que des blockbusters, que des films de référence, que des films qui ont forgé notre enfance, à tous et à toutes, comme vous dites. Et donc je m'étonne quand même que des femmes de 30 ou 40 ans, donc les femmes que j'ai citées là, qui mettent de je ne sais trop quoi, je vois pas comment elles ont le culot de nous sortir que quand même les films forgent des petites filles potiches. J'ai envie de savoir en fait, vous avez pas grandi au même monde que moi quand même, vous avez pas vu tous ces films-ci? Qu'est-ce que vous avez vu qui puisse à ce point-là vous générer de la colère envers les hommes et à ce point-là de la haine et puis de l'envie de combativité? Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Donc s'il y a des gens qui savent de quel film on fait référence, de quoi précisément, quand on parle de le cinéma a forgé des petites filles potiches et puis dans les rôles secondaires basés sur l'érotisme, je ne sais trop quoi encore, et ben sortez-les-moi s'il vous plaît de grâce, parce que là je ne vois pas. Vraiment, je ne vois pas. Je ne vois au contraire que des rôles où les femmes sont mises en avant. Donc voilà, mais écoutez, sur ce, je vais m'en arrêter là. Je pense que je reviendrai peut-être plus tard sur d'autres sujets. Mais en tout cas, pour tout ce qui est la représentation des femmes au cinéma, je pense que j'avais dit ce que j'avais à dire. Si vous voulez qu'on en discute, s'il y a peut-être une personne qui tombe sur ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire un message. Je serai très content de discuter avec vous. Et vous savez quoi? J'ai envie de lancer un nouveau concept, c'est-à-dire le concept radio. Hein. C'est-à-dire qu'on s'appelle par un moyen ou un autre et on discute en direct. Et l'ensemble, je le monte et je le mets sur internet parce que je trouve ça plus vivant, plus chouette. Et puis les échanges sont, on va dire, plus humains. Parce que je trouve qu'à l'écrit, on a tendance à un peu être agressif. Et quand on fait des audios ou des vidéos interposées, pareil, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. C'est juste, comme on dit maintenant, du clash. J'aimerais bien trouver un mot français, mais je perds mes mots. Voilà. Mais écoutez, bah, merci de m'avoir écouté. Et j'espère à bientôt.